Avec ou sans parure, avec Méditoici. Bonjour et bienvenue sur Lux Radio à Casablanca, le 99.2, à Rabat, le 105.4. Avec ou sans parure, votre émission de débat politique s'intéresse aux élections du 4 septembre prochain. Les partis sont sur le pied de guerre pour cette échéance électorale à la fois communale et régionale, avec tout ce que cela implique bien évidemment comme changement possible dans la vie de nos villes et dans la vie de nos concitoyens. Depuis le discours royal d'octobre 2013, Casablanca est sous les feux des projecteurs. Si certaines réalisations sont indéniables, elles restent malgré tout insuffisantes, tant la métropole concentre à elle seule de nombreuses problématiques qui restent en suspens. Élection du 4 septembre, que prévoient les candidats pour Casablanca et sa région? C'est l'intitulé de ce débat. Et sans plus tarder, voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Yasmina Badouf, membre du comité exécutif du parti de l'Istiqlal, également avocate, présidente sortante de l'arrondissement Casa Anfa, titulaire d'une maîtrise en droit privé et d'un certificat d'études supérieures en droit des affaires. Vous militez à l'Istiqlal depuis les années 80 et vous avez occupé divers portefeuilles ministériels, dont notamment celui de la santé. Élu puis réélu à la circonscription de Casa Anfa lors des législatives et communales de 2002, 2007, 2009 et 2011. Vous vous présentez une nouvelle fois à la même circonscription. Bonjour Yasmina. Bonjour, merci pour votre invitation. Et puis à vos côtés, Monsef Belkhiat, membre du bureau politique du RNI, le Rassemblement national des indépendants, également président du réseau des économistes du RNI et de l'Alliance des indépendants, diplômé de l'ISCAE et de la Harvard Business School, entrepreneur et notoirement connu pour avoir été ministre de la Jeunesse et des Sports entre 2009 et 2011. Vous commencez très tôt votre parcours professionnel à l'âge de 22 ans chez Procter & Gamble et puis vous quittez cette multinationale au bout de 8 ans pour rejoindre Meditelecom avant de vous lancer dans les aventures entrepreneuriales. Vous êtes candidat au communal d'Anfa et également tête de liste du RNI pour l'élection de la région Casa Setat. Bonjour Monsef Belkhiat. Bonjour, merci de m'avoir invité. Puis enfin Anwar Zine, candidat deuxième de liste du parti de l'Union constitutionnelle pour les élections régionales Casablanca-Stat. Vous êtes militant de l'Union constitutionnelle depuis une dizaine d'années et vous êtes à la tête de la jeunesse du parti depuis 2013. Lauréat de Sciences Po Strasbourg, vous êtes un ancien journaliste, rédacteur en chef et directeur de publication de Casamaville, chroniqueur et nouvelliste. Vous avez participé au lancement de l'INDH en tant que conseiller auprès du ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, vous soutenez l'actuel maire de Casablanca, tête de liste au régional. Bonjour Anwar Zine. Bonjour. Et je signale que nous avons également invité pour ce débat Nabila Mounib, qui reste en tout cas injoignable pour le moment. En tout cas, la moindre des choses, ça aurait été sympathique de se décommander et de s'excuser. Quand on est un politique, on respecte ses engagements, n'est-ce pas, Monsef Belkhiat? Tout à fait. Très bien. Et tout de suite, l'édito préparé par la rédaction et on se retrouve juste après. Casablanca, la capitale économique. Casablanca, objet de toutes les critiques et sujet de tous les débats. Et en ces temps d'élection, Casablanca est objet de toutes les convoitises. Pollution, insécurité, embouteillage, crise de l'immobilier, crise de l'emploi, crise du transport, manque d'espaces verts, manque d'infrastructures routières, manque d'infrastructures culturelles, de sport et de loisirs. Voilà aussi ce qu'est Casablanca. Beaucoup d'espoir pour les électeurs, un casse-tête pour les élus. C'est qu'à Casablanca, il y a beaucoup de Casablanca au pluriel. Et les Casablanca, suivant les Casablancais qui la font, n'ont pas les mêmes priorités, les mêmes attentes, ni les mêmes rêves et les mêmes angoisses pour leur ville. Il y a Casablanca des riches et Casablanca des pauvres. Casablanca des Casablancais qui ont un emploi et celui des Casablancais qui n'en ont pas. Casablanca sûr et sécure, où les Casablancais peuvent se balader sereinement le jour et dormir paisiblement la nuit. Et Casablanca insécure, où les Casablancais, pas les mêmes que les premiers, se font agresser la nuit mais aussi en plein jour. Il y a Casablanca des Casablancais qui ont les moyens de se faire soigner dans les meilleures cliniques de la ville. Et Casablanca des Casablancais qui doivent souvent monnayer une petite attention du personnel d'un hôpital public où manquent équipements, médicaments, médecins, infirmiers et tact du personnel. Casablanca des quartiers chics et huppés, Casablanca des bidonvilles et des bidonvillois, Casablanca de ceux qui dorment dans la rue, Casablanca de ceux qui ont la chance d'avoir un toit, mais la malchance que celui-ci menace ruine, et Casablanca de ceux qui ont réussi à acquérir un joli petit appartement dans un quartier pas très chic, mais assez sympathique, et qui pour cela se sont endettés pour 10, 15 ou 25 ans de leur vie.
Casablanca, ciel de toutes les contradictions, cherche ces élus que les électeurs vont désigner le 4 septembre. Comment sont-ils approchés, les électeurs de Casablanca? Que leur promettent les candidats des différents partis? Quels sont leurs arguments? Qu'ont fait les élus de Casablanca pour Casablanca et ses Casablancais? Par quelles réalisations se défendent-ils et prétendent-ils, pour certains, à de nouveaux mandats? Quelle vision ont-ils pour la ville? Quelles seraient leurs priorités dans leurs communes respectives si les Casablancais les gratifiaient d'un mandat? Comment se passe la bataille électorale à Casablanca? Comment la vivent les politiques et les électeurs? C'est le débat du jour. Avec ou sans parure. le débat est ouvert. Bon, c'est Belkhiat, réaction à l'édito. Écoutez, quand j'ai écouté cet édito, c'est vrai que ça rappelle beaucoup Casablanca, mais ça rappelle aussi toutes les grandes métropoles au monde. Ça rappelle Paris, ça rappelle New York, ça rappelle des villes comme Le Caire. Toutes les villes ont ces problématiques. Et ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est de comprendre que nous sommes en train de passer par une transition politique extrêmement importante, que les citoyens, dont les citoyens ne sont pas conscients ni au courant, qui cèdent la régionalisation et qui est un projet politique d'un règne, un discours royal, suite à ça un gouvernement qui a travaillé dessus et dans lequel il y avait Yasmina et moi-même, un autre gouvernement où il y a eu le Sirklal mais pas le RNI, et ensuite un changement de coalition où le RNI a remplacé le Sirklal dans le gouvernement actuel, qui a mis ce projet un petit peu en panne pendant 2 ans. Mais je pense que finalement il y a eu un beau rattrapage avec l'ensemble des lois qui ont été adoptées. Et ce projet est un projet qui est tellement important dans la vie, on va dire dans l'histoire du Maroc, que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses importantes qui étaient centralisées à Rabat, que ce soit des prérogatives ou que ce soit des budgets qui vont maintenant aller aux régions. Et on va avoir des régions. Avoir réussi la déconcentration, on passe directement. Justement, ouais. Là, il y aura une régionalisation et la déconcentration des budgets, des prérogatives et des ressources humaines deviendra un élément essentiel pour la réussite de ce grand projet. Yasmina Badou, réaction à l'édito. Oui, moi je trouve que l'édito il décrit très bien la réalité de Casablanca, et c'est là où je ne partage pas du tout l'avis de Monsef Belkhiat. Casablanca, c'est pas du tout ni Paris ni Barcelone. Avec un wali célèbre, beaucoup moins importante déjà. Oui, avec peut-être une densité moins importante. Mais il ne faut pas oublier qu'à Casablanca, il y a encore trop de misère qui jouxte trop d'opulence. Vous avez des quartiers, des bidonvilles où des gens vivent dans des conditions absolument misérables, déplorables. Il faut le savoir que juste à côté des villas UP de Casablanca et des quartiers UP de Casa, et surtout d'Anfa particulièrement, vous avez des villas qui surplombent des bidonvilles où les gens doivent se relayer pour dormir. Un wali célèbre qui était, M. Benima avait dit, il faut savoir ce qu'on veut pour Casablanca. Est-ce qu'on veut Calcutta ou Barcelone? Et jusqu'à présent, on n'a pas encore fait ce choix. On n'est toujours pas Barcelone et on est loin de l'être. Il y a encore trop d'exclusion. Et d'ailleurs, notre programme, ce que nous avons déployé... On a le même exemple que Monsef Belkhiat, Barcelone. Hein. Oui, parce que c'est une ville qui a su justement se hisser. Elle est partie de rien et elle a su se hisser à une métropole internationale. Mais il a cité aussi la ville de Paris, on peut citer Londres, on peut citer toutes les grandes capitales européennes ou même d'Amérique latine. Je suis désolée, Casablanca, je trouve que l'édito a extrêmement bien décrit la situation. Et c'est pour ça que le programme que nous avons mis en place, c'est surtout pour combattre cette expulsion. À la fois le programme national pour l'ensemble des autres villes qui vivent exactement la même chose, que le programme de Casablanca que nous avons déployé. Et peut-être que nous y reviendrons avec plus de détails. Nous y reviendrons très certainement au cours du débat. Anouar Zil, pour clore ce tour de table, réaction à l'édito. C'est un édito bien rédigé. Moi, j'apprécie quand on est la maîtrise du verbe et des mots. Il y a une partie romancée. On a envie de croire que c'est l'introduction du livre Les Misérables, du bouquin Les Misérables de Victor Hugo. Ça donne une petite larme aux yeux, mais c'est pas tout à fait la vérité. Casablanca n'a pas les problèmes de Calcutta, n'a pas les problèmes de Barcelone. Casablanca a les problèmes de Casablanca. Il y a un modèle... C'est pas comparable. Non, du tout. C'est identitaire même. Casablanca, c'est une ville à part. Il n'y a pas que la pauvreté qui juxtapose l'opulence. En particulier, Madame Badou le sait très bien parce que c'est très visible dans l'arrondissement d'Anfa dont elle est présidente. Mais il y a également le Casablanca qui se lève tôt, le Casablanca qui se couche tard et donc la nuit qui drague un petit peu
Le jour, on peut romancer à merveille, mais pour être réaliste et concret, le travail est encore nécessaire pour aller vers la perfection et l'amélioration continue. Ouais. Anwar Zine, votre parti, à travers son premier secrétaire, Mohamed Sajid, est peut-être un peu plus que d'autres partis sous les feux des projecteurs, puisque Mohamed Sajid a la main sur la mairie de Casablanca depuis maintenant 12 ans. 12 ans, c'est beaucoup. C'est gentil de dire il a la main. Comment un parti, justement, comme le vôtre, a préparé et vit cette double échéance électorale? Alors, M. Mohamed Sajid est président du conseil de la ville de Casablanca. Il ne vous a pas échappé que l'Union constitutionnelle ne gouverne pas seule au niveau du conseil de Casablanca, qui a une majorité. Nous n'avons pas la prétention. Responsabilité en même temps. Oui, absolument. Nous n'avons pas la prétention de s'approprier l'ensemble des réalisations. Il y a des choses qui ont été faites et c'est tant mieux pour tous les élus. Madame Beddou en fait partie. Nous, ça fait 12 ans que nous sommes dans l'opposition. Hein. Nous n'avons pas participé à la gestion de la ville. Je vous tourne pas, je vous la c'est pas grave. C'est vraiment dans la contradiction. Les réalisations du Conseil de la ville sont les réalisations du Conseil de la ville. Évidemment, tout ça est de la responsabilité symbolique, politique d'un homme qui, souvent d'ailleurs dans la solitude, lorsqu'il y a eu le blocage, a dû tenir bon. Je rappelle juste, à titre d'exemple, que le projet du tramway a été lancé en 2009. Il a été dit qu'il sera en marche le 12-12-12. Le blocage a eu lieu en 2010 et en 2011. Le tramway a quand même fonctionné le 12-12-12. Dans la solitude de l'homme seul, et je l'ai vécu auprès de lui, il a tenu bon et il a fait aboutir un certain nombre de projets. Évidemment, par honnêteté intellectuelle, on ne s'approprie pas l'ensemble des réalisations, mais il a du mérite d'avoir pu mener certains projets à bout, malgré les difficultés, les complexités que peuvent générer des majorités amis ou ennemis, des balles amis ou des balles ennemies, des traîtrises, des trahisons, qui sont le propre de la pratique politique, malheureusement, et partout dans le monde. Le propre de la pratique politique ou politicienne? Oui, c'est ça la politique pour vous. Non, mais c'est pas un jeu de mots, c'est très important. Non, la politique pour moi personnellement, c'est quelque chose de très noble, c'est être au service des autres plus que. C'est pas ce que vous avez dit, même dit le contraire. La pratique dans les majorités et les oppositions est telle que vous pouvez être abattu par des balles amis, ça arrive, mais ça ne doit pas empêcher un homme responsable d'aller jusqu'au bout de ses projets. Ça a été le cas. Et le travail est encore à achever. Vous partagez ce même point de vue, Mohamed Belkhiat, aujourd'hui par rapport à cette gestion de la ville. Est-ce que finalement le maire actuel, avec les prérogatives qui sont les siennes, a pu faire de cette ville quelque chose d'intéressant? Moi, je pars du principe selon lequel un maire qui est là depuis plusieurs mandats est responsable et comptable des résultats de la ville. On ne peut pas s'abriter derrière le conseil? Dans le sens où quand on est maire, soit on dirige et on est leader pour trancher et avancer, soit on démissionne. Donc on ne peut pas être maire d'une ville, gérée dans le cadre d'une coalition, en sachant que le RNI est en coalition avec monsieur le maire de Casa, pour qui nous avons beaucoup de respect. La seule chose que je dis, c'est qu'il est comptable de ses résultats. Un maire qui considère que le conseil de la ville lui fait des blocages doit partir et appeler à des élections nouvelles pour avoir une majorité plus forte. C'est ma conception de la politique. Je pars du principe que quand on est élu, on est comptable et on doit délivrer le programme pour lequel on a été élu et les promesses électorales qu'on a faites. Je pense qu'aujourd'hui, la coalition de Casablanca, dirigée par M. Sajid, a fait beaucoup de bonnes choses et a fait avancer Casablanca, mais il y a encore aussi beaucoup de problèmes qui existent, notamment en termes de sécurité, en termes de transport et en termes d'hygiène. Et ça, c'est les 3 points noirs que je considère comme étant des points à développer dans le cadre de notre programme qu'on propose. On reviendra sur les programmes tout à l'heure. Auquel cas, je rajouterai donc le trafic, les bouchons à Casablanca, qui sont juste un point noir impressionnant et dans lequel on perd beaucoup de valeur, beaucoup de temps dans la voiture, au lieu d'aller travailler ou au lieu de produire ou rester en famille tout simplement. Et encore une fois, soyons clairs, je considère que M. Sajid a été un bon maire en général, avec à son bilan beaucoup de choses positives, mais aussi à son passif des choses qui doivent être améliorées et qui doivent être des éléments de rupture par rapport au prochain conseil communal, au conseil de la ville, parce que vraiment il y a des choses importantes sur lesquelles on doit vraiment faire un changement radical. Yasmina Beddou, par rapport à
à la préparation de l'Istiqlal pour cette échéance importante. Je rappelle que vous êtes candidate pour la circonscription de Casa-Anfa. Oui. Bon, tout d'abord, je voudrais pas quand même laisser passer quelque chose par rapport à l'édito et je ne veux pas être bien sûr dans la polémique avec M. Zine, pour qui j'ai beaucoup de respect, et pour lui et pour son parti. Je ne voudrais pas non plus rentrer et personnaliser les choses par rapport au maire sortant, que je respecte également. Mais je veux dire que si on prend une photographie, moi je suis sur le terrain depuis 12 ans. Je vis le problème des gens depuis 12 ans. Je vis la misère et l'exclusion que vivent une majeure partie de la population. Et si je prends cette photographie en 2003 et 12 ans après, de ma circonscription, et 12 ans après, nous avons exactement les mêmes bidonvilles, la même misère, les mêmes problématiques concernant tous ces problèmes. Donc, en fait, pour avancer, il faut qu'on s'arrête et qu'on se dise la vérité clairement. C'est-à-dire que lorsque le maire, par exemple, dit qu'à Casablanca, il y a moins de 50% de bidonvilles qu'il y a 5-6 ans, pour vous, c'est un discours qui ne... Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est vrai qu'il y a eu un effort qui a été fourni déjà par l'ancien gouvernement, qui a été présidé par l'Istiqlal, par Bessel Fessi, qui avait lancé le programme Ville sans bidonville. Donc, il y a aussi... Il en a profité. Tout à fait. Moi, dans ma circonscription d'Anfa, les efforts qui ont été fournis, c'est-à-dire si on devait photographier 2003 et 2012, on photographierait les seules améliorations que nous avons observées. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y avait eu un discours, il y a eu des moyens qui ont été mobilisés à la suite de cela. Et là, c'est vrai qu'on commence à voir un certain nombre d'améliorations, et notamment au niveau de l'environnement. Maintenant, pour revenir aux préparatifs de nos élections, bien sûr, tout d'abord, on a dû élaborer un programme. On commence par cela, parce qu'on va aller vers les électeurs. On commence pas par un état des lieux, d'abord un programme. Si, évidemment, un état des lieux, mais l'état des lieux, nous le connaissons, parce que nous sommes tous des élus, les élus y ont participé. Mais en même temps, nous avons organisé des centaines de rencontres à travers le territoire national pour écouter les gens et pour améliorer et avoir un diagnostic justement qui colle à la réalité. Et donc c'est un programme qui a été élaboré avec une approche participative. Ensuite, il fallait mettre chacun, bien sûr, je parle de Casablanca, chaque section, chaque militant a mis en place et s'est organisé par rapport, surtout que nous à l'Istiqlal, nous avons vraiment une organisation qui n'attend pas les élections. Nous avons une organisation qui est historique et qui est calquée un petit peu sur le découpage du ministère de l'Intérieur. Donc là où il y a un conseil régional, nous avons un conseil régional. Là où nous avons la province, nous avons un conseil provincial. Et là où nous avons des arrondissements, par exemple pour Casablanca, nous avons les sections. Et les sections, pour qu'elles puissent exister, elles ont des cellules dans les rues où nous avons donc les personnes qui y travaillent. Donc tout ce beau monde, il faut les remobiliser. Nous les formons pour que la campagne se passe pour le mieux, qu'elle se passe surtout dans le respect de tous les partis politiques et des autres candidats. Et évidemment, nous les formons quant au programme pour qu'ils puissent passer les bons messages aux citoyennes et aux citoyens casablancais qui vont devoir voter le 4 septembre. Anouar Zine, du parti donc de l'Union constitutionnelle, c'est crédible d'annoncer le changement, voire la métamorphose de votre parti en plein milieu de cette campagne électorale, alors que depuis son arrivée à la tête de l'UC, Mohamed Sajid s'est pratiquement terré dans un silence inquiétant. Hier, il avait fait une conférence de presse auquel vous étiez présent. Il avait annoncé véritablement une métamorphose. Vous y croyez vraiment ? Bien sûr. L'Union constitutionnelle, un parti créé en 1983, c'est un parti qui a toujours cherché le pragmatisme, le réalisme et l'efficacité. Nous avons recentré notre discours là-dessus avec une campagne qui s'appelle Ajderti, où nos élus, non seulement à Casablanca, à Benmsik, à Barnossi, à Haï Mohammadi, dont le grand Casablanca pour toute la ville, parce qu'il y a un bilan de M. Sajid, évidemment, qu'il parraine et qu'il défend, mais aussi à Tanger, à Meknes, à Taourit, à Khouribga, où nous participons à la gestion, si ce n'est les représentants du parti qui sont présidents de ces conseils, nous présentons les bilans de nos réalisations. La campagne s'appelle Ajderti. Qu'est-ce que tu as fait ? Et donc, elle est basée sur le concret, sur les réalisations pour faire passer quel message ? Sur le concret, en fait, tous les partis sont d'accord. Il faut parler de concret, il faut parler des réalisations. Non, nous présentons les raisons, on n'en parle pas.
Vous voulez présenter, c'est ça la différence, par exemple, entre vous et le RNI et entre vous et les Sirlel? Oui, c'est une différence, mais ça ne fait pas qu'il y a certains qui sont meilleurs que d'autres ou moins bons que d'autres, même si médiatiquement vous cherchez absolument à avoir cette confrontation. En tout cas, je ne serai pas le premier à vous l'offrir. Mais je vous dis que notre parti adopte le réalisme, le pragmatisme comme méthodologie de travail. Et si vous me donnez 2-3 minutes, je vous explique comment. S'agissant des bidonvilles, parce que c'est beau la photo de 2003, je rappelle juste un triste événement qui est le 16 mai, qui avait touché non seulement les Casablancaises et les Casablancais, mais l'ensemble de la nation. Suite à ces événements tragiques, on a découvert un autre Casablanca, qu'on peut aussi romancer dans un éditorial, qui est celui de Douar Skouila, Ahl Ghulam, Douar Hamna, Mkansa, etc. Eh bien, ces bidonvilles-là, on part aujourd'hui sur le terrain où existaient ces habitations-là, ça a totalement changé. Grâce à quoi? Pas à ville sans bidonville. Grâce à une innovation qui a été imaginée, créée par les hommes de l'UC au sein du conseil de la ville et particulièrement, qui est venu après, M. Mohamed Sajid. C'est quoi cette innovation? Le recasement des habitants des bidonvilles était basé sur le fait d'accorder un lot de terrain et d'abandonner le bénéficiaire. Ça a donné des quartiers comme l'ICESFA, où le lot de terrain était un rez-de-chaussée, au mieux un R+1, et d'année en année, ça passe en R+6, de façon illégale, avec la complicité de plusieurs acteurs, et ça crée encore plus de problèmes urbains pour la ville. L'innovation a été de créer une sorte de partenariat selon lequel 2 familles bénéficiaires peuvent s'associer à un promoteur qui, lui, construirait le lot de terrain en habitation R+3. Les familles ont des appartements. Le promoteur qui construit pour le compte de la famille a aussi une récompense, à savoir un appartement, et ça fait partie du business. Et puis, mieux que ça, les garages fournissent des activités génératrices de revenus. Vous voyez que la chaîne de développement, il ne s'agit pas que de donner des murs. Voilà une innovation qui a marché et qui a permis de recaser l'essentiel de 100 000 familles à Casablanca qui étaient dans des habitations insalubres. Des montages ingénieux et des innovations comme ça, je peux vous en donner. Le prix du ticket du tramway, c'est un montage ingénieux. L'ouverture du parc de loisirs Sindibad, c'est un montage ingénieux. La résolution des problèmes de l'assainissement liquide pour tout Casablanca, que ce soit zone nord, que ce soit zone sud, c'est un montage ingénieux. Voilà le vrai travail que fournissent les femmes et les hommes de l'Union constitutionnelle. C'est-à-dire savoir monter des projets de bout en bout avec un impact qui n'est pas que sur les territoires, mais aussi sur les femmes et les hommes, parce que nous sommes au service des femmes et des hommes d'abord. Monsef Belkhia, sur le pragmatisme des partis politiques, aujourd'hui on a l'impression d'entendre le même discours. C'est le même discours qui est tenu un petit peu partout. Finalement, je note que si Mohamed Sajid donc finalement n'est plus seul dans la réalisation de tous ces projets. Moi, je voudrais revenir à la question initiale qui était celle de comment on s'est préparé au niveau du RNI. D'abord, un état des lieux à travers tous nos coordinateurs régionaux, 300 coordinateurs qui nous ont remonté de feedback, beaucoup de travail terrain de Salah Abdel Mzouar, mais aussi de l'ensemble du bureau politique pour faire cet état des lieux, faire un bilan. Ensuite, on s'est réunis, on a mis en place un programme et ce programme a été déployé sur 2 niveaux, un programme opérationnel terrain face-to-face, mais aussi un programme au niveau de tout ce qui est digital. Nous avons lancé dès le 4 août une plateforme qui s'appelle Ajbrit el Bladi avec un hashtag et ce hashtag a très très bien marché, ce qui a permis sur le digital de récupérer beaucoup de feedback, Ajbrit el Kaza, Ajbrit el Marrakech, Ajbrit el Tanja, Ajbrit el Fès, etc. Ensuite, nous avons déployé ce programme dernièrement à Rabat le 18 août et ensuite un lancement de campagne à Tétouan le 22 août et l'ensemble des candidats ont mis un QG opérationnel et là on est en train de opérationnaliser la campagne. Donc c'est juste pour rappeler les 5 étapes avec lesquelles on a travaillé de manière structurée et en sachant que l'ensemble de ces personnes sont des personnes bénévoles et qui font ça pour l'amour de leur ville, l'amour de leur pays et dans lequel nous essayons de mobiliser un maximum de militants pour nous aider. Et donc l'ensemble des candidats sont en train de chercher des amis, des voix, du support, du militantisme pour pouvoir vraiment faire avancer et partager le programme. Ensuite, en ce qui nous concerne, on a développé un programme. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle du programme. On va parler des programmes tout à l'heure. En tout cas, le programme, il est là. Il a été partagé sur l'ensemble des réseaux sociaux. Sur un support, je ne me rappelle plus lequel, que vous êtes le seul à avoir déployé un programme pour Casablanca. Non, je vous réponds. Ouais, je vous réponds. Jusqu'à il y a 4 jours, les seuls qui avaient déployé un programme pour Casablanca sont le Parti du Sirlel et moi-même. À l'exception du Parti de Sirlel et moi-même, il n'y avait absolument aucun programme
communiqué. Entre-temps, il y a eu le PAM qui a présenté son programme avant-hier, et je pense l'UC hier. Donc, il ne faut pas oublier que la campagne électorale a commencé... C'est le samedi 22. Samedi 22, et donc nous sommes le 26, et je suis étonné que les partis, ou les candidats, même les candidats, n'aient pas encore présenté leur programme. Très bien. Yasmina Baddou, toujours par rapport à ce changement que nous promettent aujourd'hui les partis politiques, on reviendra bien évidemment tout à l'heure sur les programmes. On va essayer de comparer vos programmes respectifs, mais sur cette notion de changement qu'on entend un petit peu ici et là, c'est ce que vous allez aussi nous prôner. En tout cas, vous allez nous dire aujourd'hui, il me semble, autour de cette table. C'est bien le changement, mais comment est-ce que vous pouvez porter ce discours alors que votre parti, par exemple, a donné des accréditations à des personnes que le ministère de l'Intérieur a écartées pour des motifs graves, ces mêmes personnes n'ayant pas pu obtenir des accréditations au niveau de leur parti d'origine. Est-ce que ça, par exemple, pour vous, c'est une preuve du changement ? Je n'ai pas compris, je n'ai pas du tout saisi de quelle accréditation vous parlez et de quelle personne vous parlez. Les fameuses Tezquiyat, il y a des... Mais sur Casablanca, nous n'avons... Pas sur Casablanca. Ah, parce que je pensais que nous parlions de Casablanca. Nous parlons de Casablanca, mais plus globalement sur... Moi, je n'ai pas, en tous les cas, je n'ai pas eu un seul cas ou entendu d'un cas d'investiture qui aurait été refusé pour des motifs... comme ceux que vous venez de citer. Si vous avez un cas, j'aimerais bien que vous le dites. Il faut donner des cas concrets. Vous avez un cas concret ? Je vais vous le donner en cours d'émission. Voilà, en tous les cas, mais de toutes les façons, nous, toutes les investitures, et je peux vous le dire, par exemple, sur la région du Grand Casablanca, qui s'étend donc jusqu'à El Jadida, Berchid, Setat, etc., c'est moi qui ai donné les accréditations et à aucun moment, je peux vous dire, qu'il n'y a eu un problème sur l'investiture de nos candidats. La majeure partie de nos candidats sont des militants de l'Istiqlal depuis de nombreuses années, mais nous avons aussi voulu apporter qu'il y ait un petit peu de changement à ce niveau-là, mais nous n'avons eu aucun problème. Maintenant, nous, quand vous parlez de comment on peut porter ce changement, comme je le rappelle, l'Istiqlal depuis 2003 a été dans l'opposition. Nous n'étions pas dans la majorité qui gère. Ça ne veut pas dire que nous sommes une opposition pour être une opposition. Non, c'est en politique, c'est quelque chose de normal et c'est quelque chose de sain. Il y a une majorité et il y a une opposition. Donc nous avons été, pendant toutes ces dernières années, nous n'avons pas été aux commandes de la ville, si ce n'est que nous avions 2 arrondissements, celui du Ma'arif et celui de l'arrondissement d'Anfa. Mais comme vous le savez, nous avons toujours, quand vous êtes président d'arrondissement, malheureusement, nous n'avons pas de budget, nous n'avons qu'un budget de fonctionnement et nous n'avons pas toujours eu, malheureusement, les crédits nécessaires pour réaliser nos ambitions sur le terrain. Malgré cela, nous avons quand même pu réaliser un certain nombre de choses. Je peux parler, parce qu'aujourd'hui, le seul arrondissement que nous ayons et que je préside, nous avons pu... Moi, quand j'ai pris l'arrondissement d'Anfa, il n'existait aucun, mais quand je dis aucun centre social. Aujourd'hui, nous avons de nombreux centres sociaux dédiés aux personnes qui sont en situation difficile. Aujourd'hui, nous, on n'est pas dans des attaques, on est dans un débat qui est contradictoire. Donc, vous m'excuserez, Monsieur Zine, quand vous parlez d'idées. C'est vrai que l'idée d'octroyer des terrains lorsque on transfère des personnes qui vivent dans des espaces qui ne sont pas, qu'on appelle entre guillemets des bidonvilles, ce système-là a montré ses limites. Parce que, les baraques, elles sont détruites, alors que même ces personnes-là n'ont pas encore où se loger parce que ce sont des terrains. Pour la plupart du temps, ils doivent se trouver à loyer et ces loyers sont chers. Ils ne sont pas accessibles à ces gens-là. Je peux vous dire dernièrement, au Douar Schneider, près de chez moi, vous avez des gens qui sont encore sur le sable, qui vivent dans la rue, qui vont s'entasser dans d'autres bidonvilles ou chez des familles en attendant quoi ? De construire. Mais vous pensez que ces gens-là ont les moyens de construire ? Non. Donc ils cherchent un promoteur. Donc c'est ce promoteur qui prend ce garage et qui se l'approprie pour justement, donc c'est pas du tout un projet générateur de revenus parce que ce commerce-là, c'est le promoteur, c'est les conditions pour qu'il puisse construire. Ensuite, ils ont droit à un appartement et l'autre appartement va au promoteur qui a construit. Et aujourd'hui, on trouve de plus en plus de mal de promoteurs qui veulent construire parce qu'en même temps, les gens qui bénéficient de ces terrains, ils n'ont pas le droit de les vendre pendant un certain nombre d'années. Et donc, c'est très difficile de trouver un montage juridique pour qu'ils puissent s'approprier ces promoteurs
avec qui ils ont trouvé justement ce montage financier. Et donc aujourd'hui, on a des problèmes sociaux très graves. Mais en même temps, ces idées ingénieuses, il faut aller quand même, et c'est là ce qu'on propose dans notre programme, c'est la mixité sociale. Est-ce qu'on veut des quartiers? Est-ce qu'on veut créer des quartiers entiers de HLM, de gens de pauvreté? Elle est possible que les gens... la mixité sociale est possible aujourd'hui? Oui, je pense qu'elle est possible. À Anfa, elle a été possible, mais aujourd'hui... Vous l'avez rendue possible? Je ne peux pas dire qu'elle a été rendue possible, mais elle existait quand même. Quand vous prenez les bars de l'Anq, ce sont des gens qui sont dans des situations très 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 extrêmement modestes. Mais ça fait partie du paysage de l'Anq. Imaginez qu'un jour on prenne ces gens-là et qu'on les mette en périphérie, alors qu'ils vivent au cœur d'Anfa, qu'ils ont un métier au cœur d'Anfa et qu'ils sont face à la mer. Je ne veux pas, moi, pour Anfa, que demain tous ces bidonvilles qui vont aller à la périphérie et créer des zones d'exclusion, au lieu de concevoir quelque chose qui puisse... Enfin, va-t-elle devenir uniquement pour les riches? Mais c'est inconcevable. Donc nous, ce concept de mixité, et en même temps, il faut que tout le monde, parce que même dans nos quartiers, on a parlé de Sindibed, c'est vrai, qui est un projet fabuleux, mais ce n'est pas un projet pour... Oui, je pense que c'est une réussite, honnêtement, mais on doit créer d'autres lieux de vie en commun pour la mixité sociale, parce que tout le monde n'a pas non plus les moyens d'y accéder. Alors, vous m'avez demandé tout à l'heure un exemple, je vais vous en donner. Par rapport à la commune, par exemple, de Hatsoualem, il y aurait un individu, le président, en tout cas l'ancien président de cette commune, qui a été écarté par le ministère de l'Intérieur et qui, pour autant, a réussi à avoir l'accréditation au niveau de votre parti. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous infirmez? Écoutez, monsieur, on est dans un état de droit. C'est vrai que le ministère de l'Intérieur l'avait écarté. D'abord, moi, j'estime personnellement que les élus ont été élus par les populations. On n'est pas des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur pour que le ministère de l'Intérieur tout seul estime que ce monsieur doit être écarté. Donc cette personne-là qui a été écartée a entamé une poursuite pour qu'il puisse, comment on dit, c'est pourvu devant le tribunal pour justement attaquer cette décision du ministère de l'Intérieur. Et c'est son droit. Donc tant que la justice n'a pas rendu son jugement, ce genre de pratique. Ce n'est pas que je n'ai pas de juge. Écoutez, heureusement qu'on est dans un état de droit et que c'est à la justice de se prononcer et non pas à une institution. Vous avez un problème avec cela ou est-ce que vous pensez que... Non, j'ai un problème avec quoi? Justement, avec ces personnes qui ont des problèmes avec le ministère de l'Intérieur, qui a enquêté, qui a des rapports, etc. Non, je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Nous, on a un cas. C'est un cas bien précis. Donc un ministère qui décide d'enlever une personne parce qu'elle estime... Vous savez, il n'y a que la justice qui peut rendre le droit dans ce pays. Ça suffit. Si on estime qu'on veut construire une démocratie, si on estime que nous sommes un pays de droit, c'est à la justice de décider. Et donc vous n'avez pas de problème avec ce genre de pratique? Ce n'est pas que je n'ai pas de problème, je ne peux pas. J'attends un jugement. Je vais vous donner un exemple que je connais bien parce que je ne connais pas exactement celui de Hatsoualem. Je vais vous donner un exemple concret. C'est celui du président d'arrondissement, Maître Qadiri, membre de l'Istiqlal, qui a été écarté. Oui, au Ma'arif, qui est un militant. Ça fait 30 ans qu'il est sur le terrain. C'est un monsieur honnête, c'est un monsieur intègre, c'est un monsieur qui a fait du travail formidable, qui a été écarté parce qu'il n'aurait pas eu le droit de signer un certain nombre d'autorisations. C'est un avocat, c'est un juriste. Après, le ministère de l'Intérieur a jugé qu'il n'avait pas le droit d'après les lois. Lui, il jugeait qu'il avait le droit. Donc, qui doit rendre le droit? Pour vous, c'est la justice, c'est clair, c'est net, c'est précis. Oui, on ne peut pas donner à des hommes le pouvoir de juger un autre homme. Il n'y a que la justice qui doit rendre justice. Monsef Belkhiat, puisque cette affaire quand même, que ce soit au niveau de l'Istiqlal ou aussi au niveau de votre parti, il y a eu des cas aussi. Est-ce que pour vous, ça vous pose un problème que des personnes sur lesquelles le ministère de l'Intérieur a enquêté se retrouvent encore aujourd'hui candidats pour des communes? Est-ce que ça vous pose un problème moral, oui ou non? Moi, je pense qu'il est parfaitement normal que le ministère de l'Intérieur empêche des personnes qui sont dans des environnements liés à du crime ou à de la drogue de se présenter aux élections. Et donc le ministère de l'Intérieur fait son travail. Je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer parce qu'il ne s'agit que de 5 ou 6 cas sur l'ensemble des 18 000 Oui, mais le cas qu'il a cité, il est lié ni au crime ni à la drogue. Hein. Je ne sais pas. Oui, mais je vous le confirme. C'est que le ministère de l'Intérieur a fait son travail et je respecte le travail du ministère de l'Intérieur et ça ne me dérange nullement. Ce n'est pas des pratiques avec lesquelles il faut rompre aujourd'hui pour vous aussi. Il s'agit de permettre à la justice de se prononcer d'abord. Je considère que chacun doit faire son travail. Il y a un travail de prévention à faire. Maintenant, les personnes qui ont été empêchées d'aller aux élections ont un recours qui est le recours à la justice. Et la justice est indépendante. Si la justice considère
qu'ils peuvent être éligibles, ben, ils le seront. Mais il est éligible. Le ministère de l'Intérieur ne l'a pas écarté de sa candidature. Il est candidat. Non, mais le cas. Justement, le ministère de l'Intérieur n'a pas empêché la personne dont vous parlez de se présenter. Mais moi, vous savez, c'est peut-être une déformation professionnelle. Je suis avocate, donc je suis juriste de formation, et je suis extrêmement attachée à la légalité. Je suis extrêmement attachée au droit, et je suis extrêmement attachée à la justice. Vous en convenez, c'est un sujet qui a fait polémique. Il fallait quand même éclaircir ce point, parce qu'il y a des gens qui se posent aujourd'hui la question. Pourquoi est-ce que des gens qui ont été écartés par le ministère le RNI n'a pas du tout été je sais pas, face à ce genre de problème. La seule chose que je dis... Je ne serais pas aussi catégorique, mais bon. Allez, non, on n'a pas eu de soucis par rapport à cela. En tout cas, dans le cas d'espèce... qu'on avait ici ont été acceptées, il n'y a absolument eu aucun souci. Nous aussi, on n'a eu aucun souci. La personne de Hetz-Souelem a été acceptée par le ministère de l'Intérieur. Il a le récipicé définitif et il est bel et bien candidat. Il faudrait savoir de quoi on parle. On parle de 18 000 candidats. Donc, non, mais maintenant, la justice, quand elle rendra son jugement, si effectivement les faits reprochés sont avérés, il partira, évidemment. Très bien. Sur les programmes, maintenant, Monsef Belkhiat du Rassemblement des Indépendants, aujourd'hui, vous proposez quoi aux Casablancais concrètement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me présente donc à la région. Et au niveau d'enfants. Et au niveau de la commune de Sidi Bliout. De Sidi Bliout, pardon. Donc, il faudrait quand même qu'on soit clair là-dessus. Et donc, je présente un programme qui est d'abord pour la région et qui est un programme assez structuré, qui est très ambitieux, et que beaucoup considèrent comme étant un programme, et sur la base des feedbacks que j'ai reçus, trop grand. Mais c'est pas grave, je le dis quand même parce que Monsef s'engage et je vais m'engager dessus, et j'espère réaliser le maximum de ce programme que je vais énoncer. D'abord, premier élément, améliorer la qualité de vie et le bien-être des habitants de Casablanca. Restons sur ce point, comment vous allez faire? Alors tout simplement, sur plusieurs éléments. Premièrement, la sécurité. Il faut absolument mettre en place un programme d'action et de sensibilisation pour garantir aux femmes leur tranquillité de déplacement et de circulation, se réapproprier les trottoirs et qu'elles puissent marcher en paix sans être embêtées ni être attaquées. Ça, c'est un point essentiel. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus, quand on est une femme, pousser une poussette à Casablanca et marcher librement sans se faire attaquer, notamment sur certains quartiers. Vous l'avez dit dans votre édito. Pour ça, je demande la création d'une police municipale et d'une police administrative qui verbalise les jeunes délinquants. Deuxième élément, au niveau urbanisme, je considère qu'il faut éliminer les bouchons et les points noirs de circulation. Il y a des solutions pour le faire, tout en se réapproprier les rues dont je parlais tout à l'heure et les trottoirs, réaménager la côte de Bozneka à Walidia, 220 km, dans le cadre du projet touristique dont je vais parler tout à l'heure, qui est le troisième point du programme, et développer de la construction en hauteur. Il n'est pas normal qu'une métropole comme Casablanca soit naine. Aujourd'hui, on est sur des étages, des immeubles de 5-6 étages maximum. On a le droit d'être un pendant pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest de Dubaï, et donc avoir un quartier des affaires, un quartier où il y a des tours à Casablanca, et gagner en hauteur avec des parkings, qu'on puisse être une ville moderne. Ensuite, au niveau santé, je propose à ce qu'il y ait 100 urgencistes qui soient 24 heures sur 24 toujours à la disposition de les populations de Casablanca, avec un hélicoptère prêt à décoller à n'importe quel moment. El Jadida a fait une expérience en partenariat public-privé qui fonctionne. Il n'y a pas de raison pour qu'à Casablanca, on ne fasse pas fonctionner cela. Et enfin, il n'y a pas beaucoup de chiffres en même temps, Monsef Belkhiat. Là, vous nous dites, vous allez faire comment concrètement? Vous allez augmenter, où sont les moyens? Je vais répondre à tout ça. Ah oui, parce que c'est ça qui est intéressant. Ensuite, Casablanca, une ville intelligente avec la digitalisation de la ville et de l'ensemble des administrations, où tous les citoyens ont le droit d'avoir leurs documents sur Internet, un maximum de connexion Wi-Fi sur l'ensemble de la ville, et enfin au niveau culture, la réouverture des 13 théâtres municipaux qui sont fermés aujourd'hui, faire du festival Boulevard et du festival et créer un nouveau festival à la hauteur de festival international du niveau de Mawazine à Rabat, rendre le battoir comme un monument classé pour les jeunes musiciens de cette ville et faire en sorte à ce que Casablanca rayonne sur un plan international d'un point de vue promotion
pour la ville. Ça, c'est le premier objectif qui est d'améliorer la vie des Casablancais. Très bien. Anouar Zine, une réaction peut-être à ce programme, en tout cas ces grandes lignes qui ont été déclinées par Monsef Belkhiat du RNI. Anouar Zine de l'Union constitutionnelle, quel avis vous portez en tout cas sur ce que propose aujourd'hui Monsef Belkhiat au Casablancais? C'est des causes sans adversaire. On ne peut pas être contre le départ en hauteur des constructions à Casablanca, mais pour cela, j'appelle à ce qu'on puisse avoir une hauteur par rapport à la pratique et à l'expérience terrain. Je vous donne un exemple. Vous prenez un quartier anciennement de villa, d'accord, vous me suivez. Vous décidez d'un trait de droit au niveau des institutions qui fonctionnent, l'agence urbaine et j'en passe, que ce quartier-là passe en R+5. Qu'est-ce qui se passe techniquement? Vous avez beaucoup plus d'habitants. Un réseau d'assainissement qui n'est plus adapté, parce qu'il était fait pour quelques dizaines de résidents, et là on se retrouve avec des milliers de résidents, des embouteillages, parce que évidemment les résidents arrivent avec des voitures, et j'en passe, de l'hygiène, du ramassage, de la collecte de poubelles, etc. Le problème n'est pas d'empêcher le progrès, ou de la transformation de quartier villa en quartier d'habitation à tour haute, c'est déjà en cours. Hein. Il y a un travail sur Casa Anfa qui se fait, sur l'ancien aéroport Casa Anfa. Ce n'est pas ça le souci. Le souci est au niveau des lois de l'urbanisme qui privent la ville qui a en gestion ces aspects-là, post-habitation, à savoir la collecte des ordures, la sécurité, le transport, l'éclairage public, l'élargissement des voies, parce que voilà, c'est fini 4 voitures qui rentrent dans la ruelle. Aujourd'hui, c'est une centaine de voitures qui doivent passer par la ruelle et j'en passe. Pour financer tout cela, comment fait la ville? En fait, quel a été le bénéfice de la ville, autant qu'institution, sur la transformation d'un quartier villa en quartier d'immeuble? Rien. Ça n'engage que de la dépense. Si on part chercher loin, et ça c'est la pratique qui nous le dit, c'est l'exercice réel sur le terrain qui nous informe de ces problématiques-là. C'est au niveau des lois d'urbanisme qu'on doit pouvoir permettre à la ville d'avoir une quote-part, ne serait-ce qu'une petite cote sur le mètre carré. C'est-à-dire que le promoteur, en versant 100 dirhams de plus par mètre carré que l'habitant verserait volontiers s'il savait à quoi elle va être destinée, eh ben, ça permettrait à la ville de se financer suffisamment pour subvenir aux besoins des nouveaux habitants dans la masse qui est nouvelle de ces quartiers-là. Voilà un exemple de choses sur lequel l'UC va travailler une fois à la région de Casablanca. Mais ce que je voudrais dire, et j'apprécie le volontarisme de Monsef Belkhiat que je connais très bien, et je sais de quoi il est capable exactement, et je salue sa persévérance à vouloir présenter un programme, mais il y a une réalité. Cette réalité, Mme Badou la connaît très bien. C'est celle qui, malheureusement, dit qu'avec le mode de scrutin qui est le nôtre, on n'aura jamais de majorité. On n'aura jamais une majorité absolue, et donc on aura des difficultés à appliquer le programme qu'on présente aux gens. Et pardon pour l'expression, il n'y a aucune agressivité là-dessus, ni de polémique. Je vous prie de me croire, je suis en bonne compagnie, j'adore cette émission. C'est du pipeau. Les programmes électoraux, comme son nom l'indique... Y compris le vôtre. C'est du pipeau. J'ai pas encore parlé du Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Bon, on va le laisser finir. On va laisser finir. On va réagir. Bien évidemment, à une réaction juste après les propos que va tenir Anouar Zine de Yasmina Badou de l'Istiqlal. Allez-y. Merci. Un programme électoral, comme son nom l'indique, c'est un programme qui sert en temps d'élection et à la fin des élections, on l'oublie. Pourquoi on l'oublie? Parce qu'on est obligé de composer avec des majorités qui avaient d'autres programmes. Et il faut sortir un programme un peu le commun, schéma des législatives, etc. Exactement, c'est à peu près le même schéma. Et donc, c'est du pipeau et les gens le savent. Les électrices et les électeurs le savent très bien. C'est un ensemble d'intentions. En général, c'est des causes sans adversaire. Qui est contre une cote superbe, géniale, qui va de vous dire? Personne ne peut être contre. Mais comment y arriver? Comment libérer du foncier? Comment assainir la situation juridique de ces terrains-là? C'est ça le vrai travail sur lequel on doit s'engager quand on veut présenter des intentions. On n'a pas entendu justement Monsef Belkhiat sur ce point précisément. Alors, je vais vous répondre je vais vous donner la parole, mais juste avant, et la réaction de Yasmina Badou de l'Istiqlal par rapport justement à ce que nous disait, et puis la réaction par rapport au programme qu'a proposé Monsef Belkhiat du Rassemblement des Indépendants. Ouais. Nous aimerions bien aussi présenter notre programme au lieu de réagir uniquement, mais en deux mots. D'abord, moi j'estime que ce n'est pas respecter les électeurs que de leur dire que nos programmes sont du pipeau. Ouais. Pourquoi? C'est vrai qu'il est très difficile. Je partage le point de vue de difficile ou impossible à appliquer? Non, c'est difficile. On peut avoir des difficultés, mais nous avons eu. Même quand on n'a pas la majorité absolue. Oui, mais je vous explique pourquoi. Ouais. Nous avons eu d'abord des expériences au sein du gouvernement. Nous avons été au sein j'ai été, et Monsef Belkhiat a été également au sein de 2 gouvernements, donc 2002, 2007, 2011.
et nous n'avions pas évidemment de majorité, et nous étions au sein d'une coalition qui a pu faire énormément de choses. Et nous avons chacun nous avons réalisé, c'est-à-dire nous avons fait la synthèse de nos différents programmes, et nous n'avons eu aucun problème pour avancer et réaliser énormément de choses. Je ne vais pas revenir sur ça, ce n'est pas notre sujet. Je prends aussi l'exemple de Casablanca et ma propre expérience au sein du conseil que j'ai présidé. Dès le moment où vous présidez, moi quand j'ai présidé mon arrondissement, pour moi il n'y avait plus de couleur politique. Nous étions des citoyens, des militants, des gens de l'UC, des gens du RNI, des gens du PAM, c'est-à-dire nous étions un groupe de citoyens élus pour porter un projet pour Casablanca. Je n'ai jamais eu une quelconque difficulté à faire voter les projets. Parce que, je vous explique, tout est dans la communication. Il faut que tout le monde adhère. C'est-à-dire que quand vous vous mettez avant le vote, avant le conseil de l'arrondissement, et que vous mettez, que vous partagez, et que vous estimez qu'il n'y a plus de couleur politique, et que vous estimez que vos résultats sont les résultats d'une coalition, quand vous estimez que quand un président dirige un arrondissement, une collectivité locale, qu'elle soit arrondissement ou ville, et qu'il estime qu'il n'y a pas d'opposition et de majorité, et que pour des raisons électorales, parce que c'est ça le problème, pour des raisons électorales, il y a certains quartiers qui ne bénéficient pas des mêmes programmes que d'autres. Pourquoi? Parce que demain, on sera ensemble dans une compétition et que si vous permettez à un élu qui sera votre concurrent de réaliser des choses, eh ben, il va vous concurrencer. Donc quand vous allez avec cet état d'esprit, vous n'avez aucun... Personne ne vous contredira par exemple autour de la table. En même temps, et je vais vous dire, donc les programmes sur lesquels je m'étais engagée, malgré que mon arrondissement pendant de nombreuses années n'a bénéficié d'aucun soutien, d'aucun crédit du Conseil de la ville, et Dieu sait que nos plans d'action ont été remis et nos plans de développement avaient été remis à la ville, mais du fait que nous, évidemment, on était dans l'opposition, nous avons regretté qu'il y ait que nous ne bénéficions pas des mêmes crédits et du même traitement. Mais les engagements sur lesquels je me suis engagée, ils ont pratiquement été réalisés. Comme je vous le disais, tout ce qu'il me restait à faire, c'est d'aller dans le social. Les personnes âgées, c'était un engagement. Ils ont aujourd'hui une maison dédiée pour eux. Les femmes en situation difficile, c'était un engagement. Ils ont aujourd'hui un lieu pour eux. La maison des jeunes, nous n'avions aucune maison de jeunes. Et là, d'ailleurs, les jeunes, c'est un des axes prioritaires de notre programme. Nous n'en avions aucune, nous en avions une avec des partenariats, avec la région, avec d'autres institutions. Vous avez surtout des partenariats de l'INDH. Oui, comme on est en pleine campagne électorale, je ne veux pas parler de mes partenaires. Il y a aussi du privé. Nous avons pu avoir... Je n'avais pas un seul terrain de sport. Oui. Mais grâce aussi à un partenariat public-privé. Vous savez, un élu, il ne faut pas qu'il attende derrière son bureau à recevoir de l'argent, parce que de toutes les façons, quand bien même il aurait des crédits de la ville elle n'a pas un budget indéfini. Donc il faut être ingénieux, il faut innover, parce qu'il y a des modes de financement, il y a du financement ailleurs, mais il faut être crédible, il faut apporter des projets qui vont attirer les financements vers vous. C'est ça ce qui est important. Monsef Belkhiat du RNI, c'est du pipeau, les programmes politiques? Absolument pas. Monsef s'engage, Monsef va délivrer. Monsef s'est engagé au ministère de la Jeunesse et des Sports en 2 ans. J'ai triplé le budget du ministère. En 2 ans, j'ai ouvert des stades qui étaient en construction pendant 9 ans. En 2 ans, j'ai obtenu et j'ai gagné l'ensemble des dossiers sur lesquels j'ai engagé mon pays, le Maroc, au niveau des instances sportives internationales, telles que 2 Coupes du Monde des clubs, Mondialito et la Cannes 2015. Mais comment on fait concrètement quand on n'a pas la majorité et qu'on veut porter un projet un président, soit il délivre, soit il démissionne. Si je sens... Non mais il fait concrètement comment? Concrètement, quand il n'a pas la majorité, quand son parti n'a pas la majorité, qu'il doit composer avec d'autres forces politiques, il fait comment? Soit j'ai une majorité, soit je me barre. C'est clair, net et précis. Si j'ai pas une majorité, si j'ai des blocages... Ça c'est un engagement? Je m'en vais. C'est un engagement que vous prenez? Pourquoi? Parce que si je ne suis pas capable de pouvoir livrer et délivrer et exécuter ce dont je me suis engagé, je m'en vais. Et les populations le comprendront, que leur élu s'en va parce qu'il n'a pas les moyens de pouvoir délivrer. Et pas seulement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de la région, la loi est encore floue sur les prérogatives. La loi est encore floue sur les budgets. Donc on attend la loi de finances 2015 pour 2016 pour savoir comment ça va se passer. Il faudra très vite négocier les budgets,
très très vite négocier les prérogatives, très très vite avoir la capacité de recruter de jeunes cadres, garçons, filles, dynamiques, pour faire que la région puisse avoir les outils en termes de ressources humaines pour pouvoir décliner cette vision sur le plan opérationnel sur le terrain. Maintenant, on n'a parlé que de un point de mon programme. Il reste les autres points. Je voudrais très rapidement les citer. Très rapidement, parce que je voudrais aussi Parce au programme de Circlal avec Yassine Abadou et le deuxième point, le programme c'est de faire de la région de Casablanca Zine, Stats le premier pôle économique et financier d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Un hub entre l'Europe et l'Afrique, un hub en tant que plateforme financière et de services. Troisième point, faire de la région de Casablanca Stats le premier pôle touristique et culturel du royaume. Après Marrakech. Le deuxième, effectivement, après Marrakech. Oui, tout à fait, après Marrakech. Tout simplement en lançant un palais des congrès dont on parle depuis maintenant 1993, de sortir de terre, 5000 places, ça va créer 25 hôtels pour développer le balnéaire et ça sera du tourisme. Vous avez calculé ça comment? Je vais vous répondre tout à l'heure. Balnéaire plus tourisme de shopping plus tourisme business. Ça fait que Casablanca devient la deuxième place touristique, pas en revenus parce qu'elle l'est déjà, mais surtout en nombre de visiteurs. Si on est d'accord sur faire de Casa un hub financier et un hub business économique, plus un hub touristique, là il fait sens de préparer Casablanca pour un dossier des Jeux Olympiques, première ville africaine en 2028. Vous avez été très critiqué sur ce dossier précisément. 13 ans. Dans 13 ans, avec un budget clair de 38 milliards de dirhams, que je vais expliquer tout à l'heure, et qui peut faire de cette édition une édition rentable. Et enfin, le dernier élément, c'est d'imposer une gouvernance et une transparence exemplaire dans la gestion de la ville. Je ne les mets pas dans la fin. Je dis que tous les débats et tous les rapports de la ville doivent être en streaming live pour que l'ensemble des populations puissent les voir. Ce n'est pas des rapports qu'on fera après. Il faut que ça soit en streaming live sur Internet pour que la population voit ce qui se passe dans le conseil régional et le conseil de la ville. Yasmina Badou, juste avant de passer à votre programme, on le détaillera, ils vous diront ce qu'ils en pensent, mais d'abord une réaction à ce que nous dit Monsef Belkhiat du RNI. Pour vous, lorsqu'il nous parle de destination de shopping, lorsqu'il nous parle de palais des congrès, lorsqu'il nous parle des Jeux Olympiques de 2028, c'est à ce genre de programme que vous vous attendez, vous, autant que citoyenne, même pas autant que candidate, autant que citoyenne. Non, 2028, c'est Yasmina habite Rabat, n'habite pas Casa. Non, j'habite Casa, c'est pas vrai. J'ai ma maison au 7 rue Ouled Bouzid, au cœur d'Enfa. Vous aurez des visiteurs là. Oui, et je vous donne l'adresse et je n'ai aucun souci parce que mes électeurs, de toute façon, mes électeurs connaissent très bien ma maison qui est au 7 rue Ouled Bouzid à Enfa. Ils connaissent mon bureau d'avocat qui est au 201 boulevard Zorqtoni et ils me trouvent à la commune d'Enfa qui se trouve donc au siège de la commune. Franchement, ça c'est des attaques qui sont pas fair play. Si, dire que j'habite pas. Écoutez, moi je vis. Oui, d'abord, moi je vis les programmes de Casa au quotidien. Je suis présente sur le terrain depuis très très longtemps. Là où j'adhère pas à tout ce que vient de dire Monsieur Monsef Belkhiat. Moi, je suis très fair play. J'attaque pas sur des choses pareilles. Là où je suis, je lui donne du crédit. C'est quand il parle de. C'est quand tu parles. Oui, je crois que c'est les femmes qui l'ont. Il a un problème avec les femmes. C'est pas une attaque. Vous attaquez. Yasmina Badou. Oui, là où je suis d'accord avec lui, c'est pour les majorités. On ne peut pas dire que parce qu'on n'a pas de majorité, mais on a une majorité. Dès le moment où vous êtes dans une coalition, c'est que vous vous mettez ensemble. Vous avez un accord avec cette majorité que vous constituez. C'est-à-dire demain nous allons aller. Un accord moins fort que si c'était votre propre camp politique. C'est-à-dire moi j'ai un programme. J'arrive demain à Casa. Disons que nous présiderons, donc nous allons essayer d'avoir une majorité. Cette majorité, elle doit adhérer à ce programme. Écoutez, aujourd'hui, nous sommes quand même après une constitution de 2011 qui a apporté beaucoup d'espoir et qui a aussi apporté des moyens que nous n'avions pas auparavant pour justement déployer le programme. Nous avons des prérogatives aujourd'hui qui sont dans la plus haute, qu'on retrouve dans la plus haute loi qui est la Constitution. Il y a eu des lois ensuite qui sont venues pour étayer tout ça. Et en même temps, même au niveau des moyens, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les lois, au niveau des impôts locaux,
mais je rassure qu'ils ne seront pas augmentés, mais comme la TVA qui devra être entièrement reversée. Donc les moyens à la fois législatifs, matériels et humains existent. En même temps, aujourd'hui, pour déployer ce programme, vous n'avez pas besoin uniquement de votre conseil de la ville. Je suis désolée. Et la Constitution, justement, a consacré le principe de la participation à la fois des citoyens à travers des associations. Voilà une force vive, importante, que constituent les associations, qui n'ont jamais participé parce qu'on ne leur a jamais demandé de venir participer justement à la chose locale, à des choses qui les concernent et qu'on concerne leurs citoyens directement. Donc nous, notre programme, c'est simple, c'est partant de choses qui sont... c'est beau, l'ambition de Mounir Belkhiat est belle, c'est magnifique. Elle n'est pas surdimensionnée pour vous Non, c'est pas qu'elle n'est pas... Bien sûr qu'elle est Elle est ambitieuse, on va dire. Elle est ambitieuse dans réaliste. le sens... Pour le moment, elle n'est pas réaliste. Comment vous voulez réaliser des choses aussi ambitieuses, fabuleuses? De toute façon, le hub financier, il y a Finance City c'est déjà lancé. Hein, on va pas se l'approprier. Elle a déjà été lancée, les choses avancent. C'est un quartier d'ailleurs d'affaires qui existe aujourd'hui. Les tours sont en construction. Donc laissons faire mais le problème, c'est un projet immobilier. Non, mais le problème, ce qu'il faut, c'est ramener une centaine de multinationales. Moi, vous aurez la parole tout à l'heure. Je m'en excuse. Allez-y. Donc pour moi, le plus important, c'est de commencer par le commencement. Aujourd'hui, et Casablanca, tous les citoyens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas égaux devant les services sociaux, les équipements, qu'ils soient équipements sportifs. Donc voilà un premier point. C'est de favoriser l'accès. Oui, c'est de favoriser l'accès par la mixité et créer des lieux de vie communs. Aujourd'hui, le problème, c'est cette vision globale qui n'existe pas sur Casablanca. C'est-à-dire chaque arrondissement, donc vous avez un conseil de la ville avec des vice-présidents et chacun a sa propre vision pour son propre arrondissement. Il n'y a pas cette vision globale, sociale, culturelle, sportive, pour que tous les citoyens et tous les quartiers puissent bénéficier de manière égale de toutes ces prestations. Et lorsque Mounir Belkhiat nous parle de 2028 pour les Jeux Olympiques, vous avez envie de lui répondre quoi? J'ai envie de lui répondre, j'espère qu'on aura comblé tous les déficits. Mais aujourd'hui, vous allez faire des Jeux Olympiques, mais comment ils vont se transporter, les citoyens? Voilà un des points. Parce que quand on parle, un des points importants de notre programme, c'est bien sûr améliorer l'environnement. Mais quand on parle améliorer l'environnement, ce n'est pas uniquement la propreté. Il y a un concept aujourd'hui au niveau international qui est celui de la ville verte. Et la ville verte, c'est évidemment la propreté, c'est évidemment les espaces verts, mais c'est aussi les transports en commun. Aujourd'hui, nous avons conçu des